Attention. Attendez, excusez-moi. A priori, ça fonctionne. Très bien, mais écoutez, a priori, cela fonctionne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par le petitjournal.com, le journal des Français et francophones de l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Paul Pirou-Taranto, le rédacteur en chef du Petit Journal en Espagne. Et vous êtes très nombreux à vous être inscrits ce soir pour suivre ce webinaire sur la thématique des conseillers des Français de l'étranger. Qui sont-ils? Quel est leur rôle? Quels moyens d'action ont-ils pour défendre vos intérêts? Autant de questions que nous allons nous poser ce soir pendant cette petite heure. Et cela tombe bien puisque nous sommes en présence de 3 d'entre eux, 3 conseillers français de l'étranger en Espagne. Gilles Servanton, Gaël Lecomte et Stéphanie Levaillant. Je vais leur céder la parole dans quelques instants, mais juste avant, je vous rappelle que vous avez un petit fil de chat à votre droite. Donc, je vous invite dès maintenant à poser toutes vos questions dans ce fil de chat. D'ailleurs, je vais mettre un petit mot, je vais mettre bonjour. Dites-nous où vous êtes en Espagne, puisque vous êtes très nombreux à nous suivre. Donc, dites-nous où vous êtes, ne soyez pas timides. Je vous rappelle également que ce webinaire sera rediffusé en replay quelques instants après la fin du live. Vous recevrez un lien dans votre boîte mail. Et on va également publier un article dans les prochains jours avec une vidéo YouTube. Voilà. Sans plus attendre, je vais passer la parole en premier à Gaëlle pour qu'elle se présente. Et puis, on va faire un petit tour de table pour que nos invités se présentent. Gaëlle, je te laisse la parole. Oui, merci Paul. Déjà remercier le Petit Journal pour cette initiative. Alors, je suis Gaëlle Lecomte, je suis franco-espagnole, française par mon père, espagnole par ma mère, petite fille de républicain. Je suis installée en Espagne depuis 2010 maintenant. Je suis venue pour poursuivre mes études et puis je n'en suis plus repartie. Professionnellement, je travaille dans les ressources humaines, j'ai travaillé pour des startups, pour des grands groupes et puis j'ai monté ma propre entreprise l'an dernier qui promeut la place des femmes au poste de direction. Voilà, donc aussi bien dans le privé que dans le public. Et je tiens un podcast justement sur les femmes en politique dans ce milieu de pouvoir encore largement masculin. Je suis également engagée dans le monde associatif depuis mes 20 ans, dans plusieurs assos, notamment à Madrid, bien sûr. Et ce que je peux vous dire sur le plan politique, eh bien, écoutez, je suis la plus jeune élue dans notre circo depuis 2015 maintenant. J'ai été élue sur la liste d'Union de la gauche qui s'appelle Agissons ensemble et je suis également élue depuis 2021 à l'Assemblée des Français de l'étranger où je siège dans la commission du développement durable et du commerce extérieur. Et ça me donne l'opportunité de présider un groupe de travail sur la conformité environnementale et un autre sur l'éthique et l'intégrité dans nos mandats d'élus. Voilà. C'est parfait. Merci Gaëlle. Stéphanie. Bonsoir à tous. Donc Stéphanie Levaillant-Vignancourt. Moi, je suis originaire de Bretagne. Je suis mariée à un Auvergnat et on vit ici à Madrid depuis 2006. On a 3 enfants, une fille et 2 garçons de 9, 11 et 14 ans. D'un point de vue professionnel, je travaille en cabinet de conseil, mon propre cabinet. On accompagne les investisseurs sur les opérations de rachat et de cession de sociétés. Je suis engagée dans la politique depuis 2021, donc depuis 4 ans, en tant que conseillère des Français de l'étranger ici pour l'Espagne et puis aussi conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors, on vous expliquera en quoi ça consiste peut-être un peu plus tard dans le webinaire. Ce sont 2 mandats distincts. Et d'un point de vue associatif, je suis engagée dans différents types d'associations. Alors, j'ai été longtemps à l'œuvre de Saint-Louis des Français ici à Madrid.
Aussi, je suis également engagée auprès de l'association de parents d'élèves du lycée français de Madrid. Et il y a de cela quelques années, je travaillais comme volontaire et au bureau de Genepi, une association d'aide aux détenus mineurs dans la maison d'arrêt de Rouen, et une autre association anglaise d'insertion pour un public jeune en état d'exclusion professionnelle et sociale. Voilà. Très bien. Et alors, Gilles, c'est à vous. Oui, merci. Moi, je suis donc Gilles Servanton. Je suis marié à une Espagnole depuis 1989 et installé en Espagne depuis 2017. En fait, mon installation en Espagne a 3 raisons. C'est d'abord mon passé familial. Moi, sur 3 des arrière-grands-parents, 3 étaient espagnols, de la région de Valence et d'Alicante, là où je suis installé. J'ai épousé une Espagnole, c'est le fruit du hasard. Hein, c'est sur un lieu de vacances que nous nous sommes rencontrés, et on s'était bien promis que lorsque je me retirais de la vie active, on terminerait nos jours ensemble chez son pays, en Espagne. C'est ce que nous avons fait. Professionnellement, écoutez, moi j'ai eu beaucoup de chance. Grosso modo, j'ai eu une carrière de haut fonctionnaire. Je l'ai commencé comme jeune chef de cabinet de Jacques Chaban-Delmas pendant 8 ans à la communauté urbaine de Bordeaux. Et ensuite, tout au long de ma carrière, elle a été marquée par, comment dire, le souci du dialogue, que ce soit en termes managérial, à l'intérieur des différentes directions. La dernière, c'était Marseille avec 500 agents. Le dialogue avec les élus, parce que c'est très important lorsqu'on applique des politiques publiques, de les expliquer plutôt que de les imposer. Et puis le dialogue avec tous les administrés, les Françaises et les Français, les citoyens. Moi, je veillais à l'application du droit. Et donc, c'est par hasard que moi, je me suis engagé, parce que j'étais bien retiré, hein, je méritais le repos, non pas éternel encore, mais enfin le repos d'un jeune retraité. Et donc, je m'étais bien promis de ne plus m'engager. Et en fait, l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, à laquelle j'appartiens, qui est un parti politique transpartisan, qui regroupe en son sein aussi bien des gens plus proches de la droite et d'autres plus proches de la gauche, mais qui s'occupe essentiellement des problèmes techniques, m'a demandé de me présenter en 2021. Et j'ai été élu en réalité en 2022, puisque la tête de liste a dû rejoindre la France. Ce que je voudrais terminer dans ma présentation, c'est que si ma présence en tant que conseiller a été d'abord le fruit du hasard, maintenant c'est une très forte conviction chez moi. Bah oui, je peux le confirmer. Vous êtes tous les 3 des conseillers des Français de l'étranger très dynamiques et très ancrés dans votre communauté. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler à tous les internautes que vous pouvez poser vos questions dans le fil de chat à votre droite. Ne soyez pas timide. Pour commencer, dites-nous où vous êtes en Espagne. Alors, je vois par exemple qu'Alexandra est à Madrid, Fabien à Biscaya et Gérald à Valence. Voilà. Donc, dites-nous où vous êtes en Espagne, communiquez et posez toutes vos questions. C'est l'objectif de cette petite heure qu'on va passer ensemble. Alors, commençons tout de suite à entrer dans le vif du sujet. Une question assez générale pour nos intervenants. Qu'est-ce qu'un conseiller des Français de l'étranger et à quoi sert-il? Qui se lance? Je me lance, si tu veux. Allez. Ouais, alors, le conseiller des Français de l'étranger, c'est une figure qui est assez peu connue. On nous confond parfois avec ce qu'on disait plus tôt, avec un agent consulaire, un député ou un consul, dans le cas de Gilles. C'est une figure qui, je pense, se rapproche de celle du conseiller municipal, avec des prérogatives distinctes, puisqu'on est sur un périmètre géographique différent. Sur le papier, on a un mandat minimum qui est clairement défini et qui consiste à la participation au conseil consulaire, au cours desquels sont attribuées les aides sociales, les bourses, le handicap, les sociétés de bienfaisance, les aides et le soutien au public en situation de précarité. On a aussi des conseils consulaires qui s'adressent aux associations, donc on parle ici du staff. Donc ça, c'est le périmètre minimum qui est défini par les textes. Et les textes mentionnent aussi un mandat bien plus large qui dit que tout ce qui touche à la vie des Français de l'étranger
peut relever de nos prérogatives. Et là, ça reste très vaste et peu défini. Donc, on parle ici des papiers, de questions économiques, de situations plus délicates, de demandes parfois un peu exotiques. On a un mandat qui est bénévole. On a peu de pouvoir de décision, mais on a tout de même des leviers. Donc, les leviers, quels sont-ils? Ce sont tous les contacts qu'on peut avoir auprès des acteurs de la communauté française, les associations, par exemple, les institutionnels. Donc, ici, en Espagne, l'administration consulaire, mais aussi à Paris, la direction de l'administration consulaire, les ambassades, l'agence de l'enseignement français à l'étranger. On a, je pense, 3 fonctions principales. La première, c'est de renseigner et d'orienter les Français qui nous interrogent sur des questions X ou Y. La deuxième, c'est celle consiste à intermédier auprès de l'administration, auprès d'associations, auprès de parlementaires pour faire avancer des dossiers. Et puis la troisième, qui est un peu plus indéfinie, plus intangible, qui consiste à militer et faire du lobbying auprès de nos administrations et auprès de nos parlementaires aussi pour qu'ils puissent travailler sur des textes de loi pour faire avancer la condition des Français de l'étranger. Voilà, je pense qu'après, on travaille bien ensemble. On a des idéologies politiques qui peuvent être différentes, mais je pense qu'on travaille quand même très bien ensemble sur notre circo. On a des idées qui sont quand même assez alignées. Si je peux rajouter quelque chose, Paul? Bien sûr, Gaëlle, bien sûr. Je dirais, donc pour un peu compléter ce portrait, au niveau mondial, nous sommes 442 conseillers des Français de l'étranger, donc dispatchés évidemment, comme l'a dit Stéphanie, dans différentes circonscriptions. Et nous, ici à Madrid, nous sommes 6 conseillers. Donc voilà, vraiment la moitié. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une représentation qui soit plus locale, de renforcer aussi en fait cette démocratie directe, parce qu'on est quand même élu au suffrage universel direct. Et voilà, et c'est aussi apporter en fait de la visibilité de nos concitoyens auprès, donc justement, notamment des parlementaires et de l'administration. Et ça, c'est un travail que l'on fait donc en conseil consulaire, comme l'a dit Stéphanie, mais que l'on fait aussi à l'échelon supérieur, entre guillemets, qui est l'Assemblée des Français de l'étranger, où là siègent 90 élus parmi les 442. Donc, Stéphanie et moi-même sommes, en plus d'être conseillères des Français de l'étranger, nous sommes aussi conseillères à l'AFE. Donc, c'est un double mandat, c'est une double casquette. Et voilà, je ne sais pas si après on reviendra dessus sur à quel moment on se retrouve et on travaille et comment on fonctionne. Mais voilà, sinon n'hésitez pas à poser des questions. Tout à fait, Gaëlle. Nous allons revenir bien sûr sur ces différentes casquettes. On va poser la question aussi à Gilles, peut-être, qui a quelque chose à ajouter. Oh, je veux pas alourdir le débat. Ce que je pense que est important, c'est qu'on puisse avoir des réponses à de multiples questions. Alors, très Mais bien. si on s'arrête simplement au texte qui donne les compétences des conseillers, non seulement elle n'est pas connue, mais on ne servira pas à grand-chose. C'est mon analyse qui est un peu dure. C'est la raison pour laquelle, pour moi, un conseiller, c'est d'abord un élu de la République. Même si nous sommes à l'extérieur, nous sommes des élus de la République. Et ça nous donne un pouvoir, d'abord, d'interpellation et un devoir d'écoute. Un pouvoir d'interpellation et un devoir d'écoute. Nous devons être à l'écoute de l'ensemble des Françaises et des Français qui sont en Espagne et qui ont besoin, compte tenu de la déliquescence des réseaux consulaires, compte tenu de la suppression d'un certain nombre de services de proximité où on remplace tout ça par des machines informatiques qui sont infernales. Je crois que la fonction de conseiller, je ne vais pas répéter ce que mes 2 collègues ont dit très bien, ça serait inutile, mais c'est d'abord de mettre tout notre cœur et toute notre raison au service des Français de l'étranger. Et il y en a bien besoin parce qu'en Espagne, il y a beaucoup de soleil, mais il y a aussi beaucoup de difficultés, beaucoup de misère, y compris parmi la communauté française. Alors justement, j'en profite pour poser une question. Je vois que certaines questions arrivent dans le chat. Rassurez-vous, on va y répondre aussi. Mais pour continuer un petit peu dans notre fil conducteur, comment les conseillers collaborent-ils avec les consulats, les différents consulats à Madrid, Barcelone, Bilbao, Séville maintenant? Voilà, je pose cette question.
Qui Moi, je me souhaiterait lance en premier, ça changera un peu, mais si vous me permettez, mesdames, on est des élus de la République, eux, ils sont des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, mais on ne collabore pas. Enfin, ce n'est pas ma vision des choses. Parce qu'il faut qu'on garde, en tant qu'élu, notre indépendance et notre pouvoir d'interpellation. Très clairement, je dirais, moi d'ailleurs, à la réunion le 10 avril à l'ambassade, et j'en terminerai par là, on travaille bien techniquement, mais je trouve que, et ce sera certainement l'un des objectifs des années qui viennent, on doit, pour améliorer l'efficacité des conseillers, avoir un peu plus de respect, un peu plus d'écoute. Parce que nous faisons remonter de la base de vraies préoccupations, à la fois sociales et techniques. Et il serait bon que qu'on puisse ajouter à la très bonne collaboration technique que nous avons avec les réseaux consulaires, une meilleure écoute et une meilleure prise en considération du rôle des conseillers. Je rajouterais une chose, c'est que je pense que l'administration, elle a un certain devoir de réserve et puis d'application des instructions, ce qui n'est pas du tout notre rôle. Alors, évidemment, on veille à ce que les instructions puissent être respectées, mais je pense que nous, on a un rôle de challenge, de remise en question des instructions. Est-ce qu'elles sont valides? Est-ce qu'on peut les améliorer? Et ça, ce n'est pas le rôle premier de l'administration. Nous, on a un vrai rôle politique. Et juste pour terminer, on fait vraiment, je pense, le lien entre d'un côté les citoyens et d'un autre côté l'administration. Et donc, en fait, on est comme des porte-paroles ou des porte-voix, je ne saurais pas comment le dire. Porte-parole, c'est peut-être bien justement des citoyens, c'est-à-dire qu'on est là pour les défendre, pour défendre leurs intérêts et pour vraiment faire entendre leur voix auprès de l'administration centrale et auprès, comme on l'a dit, de nos parlementaires. Et donc, on bataille sur certains sujets pour vraiment garantir leurs droits et pour essayer d'obtenir des facilités pour eux. Alors justement, j'en profite, je rebondis. Comment faire remonter ces problèmes concrets des Français dans les différentes régions d'Espagne? Est-ce que vous avez un exemple peut-être, sans évidemment dévoiler des noms, etc., mais simplement un petit peu du mécanisme, du fonctionnement? La bonne collaboration qu'on a avec les services consulaires nous permet par mail directement de les interpeller. Et si vous voulez, je prendrai l'exemple de la gestion des lycées français par la mission laïque française qui a donné lieu à une certaine émotion dans certaines parties d'Espagne, notamment à Madrid et à Alicante. Si les conseillers n'avaient pas été à l'écoute des parents d'élèves, des professeurs, et de l'ensemble des personnels, le dossier ne se serait pas passé comme il s'est passé, c'est-à-dire que la mission laïque française a dû écouter toutes les personnes de la communauté éducative pour limiter les dégâts inévitables dus au déconventionnement. Bon, c'est un terme technique. Donc, vraiment, le rôle des conseillers, c'est non seulement d'être à l'écoute, mais d'être aussi des lanceurs d'alerte et parfois d'être des gens très fermes, puisque c'est le pouvoir que nous donne le statut d'élu, de dire tout à fait normalement, monsieur l'ambassadeur, madame la consul générale, monsieur le directeur général, nous ne sommes pas d'accord, et exposer les besoins et les nécessités des Françaises et des Français qui vivent en Espagne. Pour un peu rebondir sur l'exemple de Gilles, en fait, déjà, Stéphanie et moi, par exemple, nous sommes à Madrid, Gilles est à Murcie, mais au-delà des villes dans lesquelles on réside, on se déplace, on va à la rencontre des Français, on va à des conseils d'établissement où on tient des permanences. En plus de ça, voilà, ça nous permet vraiment de rencontrer les Français, de communiquer en direct avec eux, d'avoir leurs problématiques et de déjà, les aider, les aiguiller, et ensuite de faire remonter directement auprès du consulat général à Madrid ou directement auprès des services de l'ambassade. Comme le mentionnait Gilles, le 10 avril, nous avons une réunion consulaire, donc qui va englober l'ensemble des services de l'ambassade. Donc voilà, on a cet accès direct à l'administration, au poste consulaire, à l'ambassade. Et c'est de cette façon-là, en fait, qu'on travaille.
Mais c'est parce qu'en amont, on est au contact des Français. Stéphanie, un mot à ajouter ou non, je crois que tout a été dit. Oui. Après, selon les sujets, eh bien, on s'adresse à telle ou telle administration, ici en local, à Paris, à tel ou tel parlementaire, parce qu'on connaît son affinité avec le sujet. Donc, c'est aussi notre connaissance de l'écosystème qui nous permet de tirer sur les ficelles et savoir qui va pouvoir nous apporter une réponse et faire avancer les différents sujets. Bien sûr. Alors justement, parlons un peu des différentes problématiques et des réalités de ces Français installés en Espagne. Je vous propose d'abord de remonter une question du chat et j'en profite pour rappeler à tous les internautes de bien poser vos questions dans le chat. Ne soyez pas timides. 1 heure, ça passe vite. Donc, profitez de la présence de ces 3 conseillers, de vos 3 conseillers des Français de l'étranger pour bien poser toutes vos questions. Ils sont là pour vous donner des réponses, ou essayer en tout cas. Alors, la première question que je lis, donc une question d'Hervé, peut-être un peu technique, mais je pense que c'est intéressant. Quel est l'intérêt de devenir résident en Espagne et quels sont les avantages et les inconvénients? Bonne question. Sur l'intérêt d'être résident, je pense qu'on est résident de fait. On est résident parce qu'on passe plus de 180 et quelques jours par an en Espagne. Donc, on devient un résident fiscal, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est exactement ça le but, l'objet de la question, mais en tout cas, le statut de résident, il est lié au temps passé sur le territoire. C'est un choix de vie. Hein. Qui... C'est un choix de vie. En réalité, quand on s'installe en Espagne, soit on garde le statut de touriste qui passe et on reste rattaché à la résidence française, soit on fait le choix de vie en Espagne. Et le choix de vie en Espagne, il comprend des avantages et des inconvénients, notamment sur le plan fiscal. C'est de notoriété que l'impôt sur le revenu en Espagne est plus élevé qu'en France, contrairement à ce que pensent beaucoup de Français. L'Espagne n'est pas un paradis fiscal. Ensuite, il est vrai que le système de redistribution en Espagne n'est pas le même qu'en France, par rapport à la formation professionnelle, par rapport à l'accompagnement dans la recherche de l'emploi, par rapport aux études, aux excès à l'étude. Mais enfin, c'est un choix de vie. Et comme le dit Stéphanie, en fait, c'est un fait. Si on choisit de vivre en Espagne et d'y vivre toute l'année, eh bien, il faut y vivre pour le bien, pour le meilleur comme pour le pire. Mais ça, il faut bien réfléchir avant de s'installer dans un pays, que ce soit l'Espagne ou ailleurs, et ne pas découvrir a posteriori et à ses dépens certains aspects fiscaux, santé ou éducation que l'on découvrirait à ses dépens. Oui, je pense qu'il faut vraiment, ça c'est peut-être quelque chose, un message qu'on peut transmettre, c'est de vraiment aussi bien préparer son installation avant. Ça c'est primordial, surtout, je dirais, dans le cas d'une famille, par exemple, qui déciderait de tout quitter et pour venir s'installer ici. Il est vraiment important de bien se préparer, de bien regarder dans quel établissement, par exemple, on veut mettre ses enfants, comment fonctionne le système de sécurité sociale, la santé. Gilles aussi l'a dit, ça peut être aussi au moment de l'âge de la retraite, par exemple, de voir comment tout ceci fonctionne fiscalement. Donc, de vraiment bien se préparer. Mais voilà, après, c'est à un moment donné de la vie d'une personne ou d'une famille où on décide de quitter la France et de venir en Espagne. C'est sûr qu'il y a des avantages parce qu'on est juste à la frontière, on n'est vraiment pas loin et on a quand même une bonne qualité de vie. Bon, je pense que c'est très clair en tout cas, et je ne vais pas dire le contraire. Nous sommes très, très bien en Espagne. Alors je suis très content parce que vous êtes très actifs dans le chat. Ça y est, vous commencez à prendre un petit peu ce réflexe de poser vos questions. Alors je salue Bernadette qui est à Barcelone, Hervé qui est à Valence, Michel et Vincent qui sont à Alicante. Vincent à Alicante, en effet, Fabien à Bilbao. Alors, première question, une autre question annexe, on va dire un peu plus technique.
Je la pose quand même. Je pense que c'est en lien aussi avec une difficulté régulièrement. Enfin, on parlait d'installation, de NIE, etc. Donc, je pose la question d'Hervé. Notre fille de 14 ans doit, à la demande du lycée français de Valence, obtenir un NIE pour la rentrée. Il semble que pour cela, il faut que l'un des deux parents soit résident espagnol. Est-ce obligatoire? Je dirais ça ferait sens. Là, comme ça, techniquement, il faut vérifier, mais ça fait sens parce que ça veut dire que vous résidez en Espagne. Donc, oui, en théorie, je pense que c'est normal que l'un des deux parents puisse prouver qu'il est résident espagnol. Surtout pour un mineur. Mais Bah oui. après, on parle du lycée français de Valence. On a de façon récurrente, on sait qu'il faut se nier pour la rentrée pour les élèves de plus de 14 ans. Je pense que le lycée doit avoir la réponse. Et s'il ne l'a pas, vous pouvez nous, on peut la conserver et revenir vers vous. Hein. Alors justement, j'en profite, c'est important pour vous rappeler plusieurs choses. D'abord, que ce chat sera disponible en replay, donc vous aurez tout le loisir de le regarder entièrement. Que vos conseillers des Français de l'étranger vont laisser leur contact. Vous pourrez évidemment leur poser toutes les questions auxquelles ils n'ont pas su ou pas pu répondre. Évidemment, ce ne sont pas des conseillers fiscaux, hein, ce soir. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on traite un petit peu des questions aussi de la vie communautaire en Espagne. Alors, j'en profite pour poser moi aussi une question je me fais l'écho d'un certain nombre de lecteurs sur l'accès aux services consulaires en Espagne. Alors, notamment pour le renouvellement des pièces d'identité. Je crois que ça fait sourire nos conseillers puisque c'est un peu un serpent de mer. On entend ça régulièrement. C'est une question récurrente. Qui veut peut-être faire un peu le point sur la situation? Je pense que c'est important que nos concitoyens comprennent un petit peu tout cela. Oui, Stéphanie, je t'en prie. Non, j'allais dire que je pense que les choses ont beaucoup bougé ces dernières années sur les questions des formalités administratives et je pense que ça va continuer. En 2021, lors de notre prise de fonction, on a quand même eu à faire avec de très très gros problèmes de prise de rendez-vous, un encombrement des services de remise de passeport et de carte d'identité. On a quand même passé 2 ans, mes collègues et moi, à tâcher de sensibiliser l'administration, la direction consulaire à Paris pour que les choses puissent bouger. Elle est venue, elle a fait un audit il y a 1 an et demi de mémoire. Elle a simplifié les procédures, réorganisé les services et depuis, on constate quand même que ça s'est nettement amélioré côté prise de rendez-vous. En tout cas, nous, on a quand même beaucoup moins de sollicitations, alors qu'avant, on en avait presque tous les jours. Depuis lors, je pense que maintenant, on a une autre préoccupation qui est comment on sert les Français qui sont éloignés des postes. Donc, et là, nous, notre objectif, c'est de tâcher d'optimiser les tournées consulaires pour qu'un maximum de Français y aient accès. Pour vous donner quelques chiffres, en gros, la moitié des Français inscrits sur le registre vit à Madrid et l'autre moitié vit en province, entre guillemets, ou dans d'autres villes plus éloignées de Madrid. Donc là-dessus, je pense qu'on a du travail à faire. Et puis ensuite, informer sur le panel de démarches qui sont gérables à distance, parce que tout un tas d'outils sont maintenant mis en œuvre. Donc on parle de France Identité, de l'identité numérique de la Poste. Je crois qu'on a une nouvelle équipe consulaire qui connaît bien le sujet. Notre consul, elle vient quand même de l'état civil de Nantes. On a un député, Stéphane Vogetta, qui fait en sorte que Madrid soit ville pilote, une circonscription pilote pour tout un tas de projets de dématérialisation. Un nouveau ministre délégué, Laurent Saint-Martin, qu'on a vu avec Gaël à l'Assemblée des Français de l'étranger il y a quelques semaines, qui est aussi très actif. Maintenant, vous voyez, il y a tout un tas d'outils. On a France Consulaire, la hotline, pour toutes les questions génériques. On a un registre d'état civil électronique qui permet d'obtenir des copies d'actes d'état civil sous 48 heures, ce qui n'est même pas possible en France. Donc, on est mieux loti à l'étranger qu'on ne l'est en France. On peut faire des déclarations en ligne des événements majeurs maintenant, naissance, etc.
on va pouvoir tester le passeport sans comparution puisque Madrid est ville test et la certification d'identité numérique qui a été mise en œuvre là il y a une quinzaine de jours, qui nous permettra de faciliter le vote par Internet. Il n'y aura pas deux tests d'authentification et puis qui nous permettra aussi de faire des procurations à distance. Tout ça, ça présage quand même de choses assez positives. Oui, sans nier tous ces aspects techniques que tu viens d'expliquer, Stéphanie, est très bien, je n'y reviendrai pas. Moi, je répondrai d'une manière un peu différente à la question qui est posée. Les services de proximité consulaire, depuis de nombreuses années, ne font que diminuer, avec des suppressions de consuls généraux et des suppressions de moyens. Il y a peu de temps, à Valence, il y avait 6 agents dans l'agence consulaire. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Bon. Donc, les Français qui sont en Espagne voient les choses d'une manière très concrète. Diminution de moyens. Ensuite, sur la problématique des pièces d'identité, ça représente un voyage, plusieurs voyages et un investissement financier. Moi, je suis persuadé, et ce sera un des enjeux de l'avenir, sans augmenter les moyens, puisque ça n'est pas possible compte tenu de la situation budgétaire de la France, on peut mieux les utiliser. Et notamment sur la réception des pièces, pour les pièces d'identité, ou sur la prise des empreintes, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher techniquement de le faire à Valence, à Alicante, et après que le dossier soit traité à Madrid et à Paris. Mais ne plus obliger les gens à se déplacer. Même les réponses, télématiques qui sont données, c'est des réponses systématiques de toutes les administrations dans tous les États, et ça devient un véritable enfer pour les administrés. Et moi, je pense que, sans nier ces progrès, il faut que nous, en tant que conseillers, on puisse exiger une meilleure efficacité des services de proximité qui existent. Et c'est possible. Alors pardon, je ne voulais pas te couper, Gilles, mais au contraire, plutôt aller dans ton sens. Je pense qu'on progresse d'un point de vue du numérique. Et c'est très bien parce qu'à un moment donné, on vit quand même au XXIe siècle et il faut aussi savoir s'adapter aux nouvelles technologies. Donc ça me semble très bien que la France soit, en tout cas, prenne ce train en marche. Maintenant, on ne peut pas remplacer l'humain. Et on le sait, pour des raisons géographiques ou tout simplement de ne pas avoir une appétence pour les outils technologiques, on a besoin du contact humain, on a besoin d'avoir des services qui soient disponibles en présentiel pour nos concitoyens. Et dans ce sens, j'ai tout juste cette semaine déposé une question, donc qui va bientôt être, je pense, sur le site de l'Assemblée des Français de l'étranger, en ce qui concerne les tournées consulaires, parce que lors de ma dernière permanence aux îles Canaries, j'ai échangé avec le consul honoraire de Gran Canaria et qui suggérait en fait tout simplement à ce que les Français résidant sur les îles puissent aussi avoir une certaine priorité au moment des tournées consulaires, qu'il y en ait un peu plus en fait dans les îles, parce que typiquement pour eux, c'est un vrai problème au niveau de la prise des billets d'avion. Quand les rendez-vous sont confirmés parfois en dernière minute, ça veut dire que les prix sont vraiment exorbitants. Et puis, il faut savoir s'organiser en dernière minute. Et puis, ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'aller-retour dans la journée. Donc, en plus, ça suppose une nuit d'hôtel, etc. Et comme tu le disais, Gilles, des fois, on a des familles, en fait. Et pour les familles, ça veut dire un coût encore plus important. Donc, pour résumer, moi, je pense que c'est important qu'on prenne ce train en marche d'identité numérique et d'avoir une facilité administrative digitale, mais ça ne fait pas tout. Et malheureusement, on constate qu'effectivement, il y a des postes d'agents, par exemple, qui vont être supprimés et des difficultés pour les Français qui vivent les plus éloignés de nos consulats d'avoir accès à ces services consulaires. Juste une chose, je vais juste nuancer mes propos.
Je ne dis pas qu'il faut, je dis pas que la solution numérique va tout résoudre. Cela dit, on revient de loin quand même, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2021, ça se passait quand même très mal d'un point de vue des formalités administratives. Maintenant, sur les tournées consulaires, on demande à ce qu'il y en ait plus et qu'il y ait plus de traitements qui soient faits au moment de chaque jour, parce qu'aujourd'hui, le consulat se déplace aux Canaries, il peut traiter 20 personnes sur un jour. C'est en termes d'effort et de retour sur effort, vous considérez que ce n'est pas satisfaisant. Quand sur d'autres circonscriptions, on traite plus de demandes. Donc, on a certainement beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Et d'un point de vue d'un accueil téléphonique aussi, puisqu'il n'y a pas tellement d'accueil téléphonique au consulat. Oui, je le redirai lors de la réunion du réseau consulaire. N'oublions pas, et je ne le dis pas parce que je suis le plus âgé d'entre vous, qu'il y a des personnes qui vieillissent. Et les systèmes informatiques, ça devient horripilant parce qu'en réalité, pour les déclarations d'impôts, pour la santé, pour l'éducation, enfin pour toutes les démarches administratives, on a remplacé le contact humain par des robots digitaux. Bon, ça peut avoir ses avantages. Par exemple, quand je suis à l'étranger, France Connect, ça me permet de tout régler sans avoir à faire de voyage en France. Donc, ça a des avantages. Donc, j'abonde dans ton sens, Stéphanie. Et toi aussi, Gaël, il faut qu'on prenne le train en marche. Par contre, je trouve que nos administrations, le ministère des Affaires étrangères, oublient parfois le côté humain. Et que dans ce côté humain, notamment dans le sud, parce qu'il y a la chaleur et c'est là où les personnes un peu plus âgées aiment plus s'installer, elles vieillissent et elles ne sont pas adaptées à ces outils parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur et puis ça ne savent pas s'en servir. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait? On les oublie, ils ne renouvellent plus leur carte d'identité. Il faut que nous, le conseiller, on prenne en charge cette population qui a besoin de ces réponses à leurs questions qui sont parfois de survie administrative. Oui, écoutez, merci en tout cas pour. Je vois qu'il y a même un débat qui est en train de s'installer entre vous, c'est très intéressant. Et on constate évidemment il y a différentes lignes, différentes idées, différentes opinions. Alors écoutez, j'en profite pour rappeler à nos internautes une énième fois, n'hésitez pas, posez vos questions, profitez-en, il nous reste une petite demi-heure, ça passe très vite. À ce titre, en effet, il y a beaucoup de questions un peu techniques, je dois bien le dire, sur la fiscalité, sur la retraite. Comme je le répète, les conseillers des Français à l'étranger ne sont pas des conseillers fiscaux, mais je peux en lire une peut-être de Thomas, une question retraite. Je ne suis pas expatrié, il n'est jamais trop tard, mais je travaille pour une entreprise espagnole. Comment seront comptabilisés mes droits à la retraite si un jour je décide de rentrer en France ? Question un peu technique. Je vais faire une petite page de publicité quand même, puisque je vous signale que le Petit Journal publie un guide pratique très complet, je pense, très informatif, totalement gratuit, disponible en version web et en version papier. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien du guide pratique. Allez, pour Valence et Alicante. Ici, vous pouvez consulter toutes ces thématiques, fiscalité, retraite, NIE, installation, santé et bien d'autres. Dans ce guide pratique, il y a une liseuse qui vous permet de lire tout cela. Donc, je pense que si vous ne l'avez pas téléchargé, je vous invite à le faire. Peut-être que nos conseillers ont un mot à dire là-dessus ou on continue, comme vous voulez. Je peux prendre, mais comme tu l'as dit, je pense que nous, on n'est pas des spécialistes et on ne veut pas non plus que nos réponses soient prises pour argent comptant, parce que il pourrait y avoir méprise. Mais sur les retraites, on a plusieurs cas de figure. Donc, soit quelqu'un travaille en France, donc il vient vivre en Espagne, il doit prévenir la CNAV de sa présence en Espagne pour pouvoir toucher sa retraite et transmettre tous les ans un certificat de vie qui maintenant, en principe, pour la majorité des Français, est dématérialisé pour pouvoir continuer à toucher sa retraite sans qu'il y ait interruption. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, quand vous travaillez en Espagne, vous répondez aux règles espagnoles. Si vous repartez en France, il y a des conventions qui s'appliquent. L'Espagne va bien vous verser la part de retraite à laquelle vous avez le droit quand vous vivrez en France, de la même sorte qu'elle vous la verse quand vous venez vivre en Espagne. Et quand vous partagez votre vie professionnelle entre la France et l'Espagne, eh bien, chacun contribue à la hauteur de
des droits acquis dans les deux pays. Ouais. Il y a un site internet sur lequel on renvoie régulièrement quand on a des questions sur les retraites, c'est Info Retraite. Il est assez bien fait, il est prévu pour répondre à tout type de questions diverses et variées. Oui. Chose à ajouter? Oui, Gaëlle. Non, mais je comprends également, au regard de la question de Thomas, que c'est ce dernier scénario-là, c'est-à-dire un recruté local en Espagne, finalement. Si un jour il décide de repartir en France, comment ça se passe? Et c'est ce que disait Stéphanie, c'est qu'il existe des accords, déjà spécifiques entre la France et l'Espagne, mais même de manière générale au sein de l'Union européenne, qui permet aux salariés, au moment de prendre leur retraite, de faire en sorte que leurs annuités soient calculées dans les deux pays, en l'occurrence. Donc voilà, après, il faudra juste faire les démarches auprès de l'Espagne et donc auprès de la France. Mais voilà, elles sont calculées, en tout cas, vous ne les perdez pas. Très bien. Moi, je donne un conseil qui est très pratico-pratique, que l'on soit en France, en Espagne, et je le dis à mes enfants souvent, les gens reconstituent leur carrière quasiment la veille de prendre leur retraite. C'est une erreur. En fait, avec les systèmes, que ce soit français ou espagnol, et là, l'informatique est la bienvenue, moi, je conseille aux gens justement de bien vérifier que toutes les cotisations soient bien prises en compte et que s'il y a un justificatif à donner, on puisse avoir effectivement le nombre d'annuités qui correspond à la réalité. Parce qu'après, par expérience, je pense qu'être le seul ici sur le plateau à avoir subi cette expérience, je peux vous assurer que déposer une demande de retraite, vous repassez le baccalauréat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier la moindre des choses, la moindre virgule, parce qu'une virgule, une fausse calcul, 6 mois, parfois, ça peut changer tout dans votre pension de retraite. C'est pour ça qu'avant même de se poser la question de nationalité, les pays, entre la France et l'Espagne, il n'y a pas de problème, mais surtout, je vous conseille de bien vérifier que vos cotisations soient bien prises en compte. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Gilles, pour cette précision. Je reprends la balle parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vois que vous êtes en train de vous réveiller un petit peu. Il reste 20 minutes, alors n'hésitez pas vraiment. Continuez, les internautes, à poser toutes vos questions dans le fil de chat à votre droite. J'en profite encore pour faire un petit placement de produit. Consultez notre guide pratique, le petit journal. C'est très complet et très clair. Alors, je lis une question de Fabien cette fois-ci. Fabien, le coût de la scolarité au lycée français est exorbitant. Y a-t-il des efforts faits pour aider les Français à l'étranger à permettre à leurs enfants de rester dans une culture française, nous demande Fabien. Eh bien non, sauf pour les boursiers. Voilà. Non, la réponse est un peu lapidaire et un peu provocatrice. Oui. Mais c'est vrai que les lycées français, et je laisserai la parole à mes collègues immédiatement, ont 2 missions. D'abord, la mission de pouvoir promouvoir le modèle d'éducation français, le modèle laïque, qui s'éloigne de toutes les hystéries diverses et variées politiques et religieuses. Et pour moi, c'est important en tant qu'élu de la République. Et la deuxième fonction, c'est de pouvoir accueillir les enfants des Français, qu'ils soient résidents ou qu'ils soient de passage. Et dans ces deux missions, on voit bien que les Français sont de plus en plus minoritaires dans les lycées français. Le niveau des bourses est en diminution, de boursiers est en diminution, l'accès aux bourses aussi. Et c'est vrai que c'est un débat sur l'avenir des lycées français qui est posé au travers de cette question, qui préoccupe l'ensemble des conseillers, quelles que soient leurs convictions politiques. Et c'est un combat quotidien pour justement veiller à ce que ces 2 missions, on continue à les accomplir, mais ce n'est pas facile. Moi, je dirais c'est le nerf de la guerre, le coût de la scolarité des lycées à l'étranger. C'est vraiment un cheval de bataille, je pense, que l'on mène. Comme je le disais en tout début, moi, je siège depuis 2015, donc ça fait quelques petites années maintenant. Et je peux le dire sincèrement, enfin, rien que ces 5 dernières années, notre enveloppe en commission des bourses a quasiment diminué de moitié et le nombre d'élèves boursiers a diminué de moitié, ça c'est un fait, en 5 ans. Donc c'est quand même, c'est terrible. C'est terrible déjà pour nos ressortissants, mais c'est aussi terrible évidemment pour la culture française et c'est terrible pour l'idée même
de ce que l'on a de l'école républicaine, laïque, dans un esprit de mixité sociale. Or, quand gouvernement après gouvernement, en fait, on coupe, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on coupe dans la scolarité, forcément, on prive des petits-enfants français d'avoir accès à l'école française à l'étranger. Donc, voilà, après, c'est un combat que moi je mène forcément, que mes collègues aussi mènent, aussi bien au conseil consulaire que je sais également à l'Assemblée des Français de l'étranger, et nos parlementaires aussi sont mobilisés sur cette question-là. Moi, je rajouterais, c'est vrai que c'est pas, qu'on ne transmet pas un message très, très optimiste, mais c'est une grande préoccupation pour nous. L'AEFE, maintenant, l'agence qui gère les lycées à l'étranger, elle adopte une politique d'alignement lente, mais progressive, sur les lycées britanniques et américains. Donc, elle vise ce modèle avec des frais de scolarité élevés, un public assez élitiste et puis des infrastructures clinquantes, disons-le. Les conséquences, quelles sont-elles? C'est que, d'une part, nous, on considère que ça donnera, ça en terminera avec un modèle de mixité culturelle. Et donc, ça va peser sur la politique de rayonnement de la France, parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire des lycées français, c'est d'abord c'est une histoire de politique d'influence de la France à l'étranger. Donc, c'est ce qu'on voit ailleurs dans les lycées qui sont passés avec des opérateurs privés où les frais de scolarité ont flambé. Eh bien, c'est la classe locale qui occupe ces lycées et qui peut se le permettre. Le public français quitte ces établissements, d'une part, et d'autre part, donc, ça va aussi marquer la fin de la mixité sociale. Et c'est un grand mot de parler de mixité sociale parce qu'on a 400 000 élèves à l'étranger, on en a 100 000 qui sont français, donc on parle du quart. Et maintenant, on a 16% des élèves français qui sont boursiers. Vous voyez, on en est à 4 ou 5% d'un public total d'élèves sur un établissement qui touche une bourse. Donc, on ne peut plus parler de mixité sociale. Enfin, ça, c'est un peu pour se donner bonne conscience, si vous voulez. Et le problème de ces bourses, on va continuer à distribuer des bourses, mais les bourses, elles sont indexées sur les frais de scolarité des établissements. Donc, plus les frais d'établissement, les droits de scolarité grimpent, plus on va avoir du mal à suivre. On est sur des enveloppes contraintes. Donc, on a vraiment un souci, une grosse réflexion à mener là-dessus. Et il a été les assises de la protection sociale qui couvrent aussi les bourses à l'étranger ont été lancées au mois de mars. Et donc, c'est une réflexion qui doit être menée sur les politiques d'aide sociale à l'étranger et qui doit se tenir jusqu'au mois d'octobre prochain. Donc, on va faire travailler tous les acteurs de la communauté autour du sujet, mais c'est un gros sujet. Juste vraiment un dernier mot là-dessus, parce qu'à un moment donné, je dois quand même intervenir. C'est aussi quand même un choix de volonté politique. C'est-à-dire que quand je disais qu'en 5 ans, on a perdu la moitié de nos élèves boursiers dans le réseau, pardon Stéphanie, mais c'est un choix politique de coupe. Mais en 10 ans, on a perdu... en 10 ans, on a perdu, enfin je veux dire, on a eu des successions de gouvernements. Mais les coupes budgétaires sont drastiques depuis vraiment le début de ce quinquennat-là. Enfin, je veux dire, il faut quand même aussi admettre les choses. Donc... Et de toute façon, moi, je ne suis pas là pour défendre... je suis là pour défendre d'abord les intérêts des Français de l'étranger. Moi, je suis là pour le dire aussi. Je vais juste remettre dans le contexte le fait qu'on a eu toute une succession de gouvernements et sur les 12 dernières années et depuis 12 ans, au lycée français de Madrid, on a perdu 60 et quelques % de boursiers. Et la baisse, elle est marquée dès le début. Donc, je pense que... Oui, mais elle est accélérée très clairement, il faut le dire, quand même depuis 2017. À un moment donné, il faut quand même aussi regarder les chiffres. Mais bon, de toute façon, on milite tous pour nos lycées. Donc, si je peux faire une intervention transpartisane, mais à la fois... L'intervention transpartisane a été coupée. Au-delà du constat fait par Gaël, moi je serais encore plus sévère. Oui, c'est pour faire une intervention transpartisane, c'est-à-dire ne pas en revenir à un débat entre la droite et la gauche, même si ce débat est tout à fait légitime et important. Mais moi, ce que je disais d'ailleurs au directeur général de la mission laïque française au sujet du déconventionnement d'Alicante, je lui disais, monsieur le directeur général,
Je ne vous reproche pas votre politique, je vous reproche votre absence de politique. Et je dirais, par parallélisme des formes, ce que je constate, ce que j'analyse par rapport au gouvernement désincarné politiquement, c'est qu'il laisse un peu trop de place à la technocratie, à la comptabilité, sans donner du vrai sens politique à ce qu'est un lycée français, à ce à quoi il sert pour la communauté française et pour l'influence de la France. Moi, je regrette, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, avec ce que nous entendons de part et d'autre, outre-Atlantique au Moyen-Orient, le modèle laïque français est un modèle primordial et c'est le rôle d'exportation important que les lycées doivent continuer à faire. Mais pour cela, il faut leur redonner ce. Et actuellement, pour répondre très précisément à la question posée, non seulement on n'aide pas les familles françaises suffisamment à mon goût, mais en plus, le risque, c'est que les lycées français deviennent des lycées privés quelconques dans lesquels on enseigne le français. Entre un lycée français et un lycée dans lequel on enseigne le français, il y a une différence politique majeure et il faudrait qu'on puisse interpeller les pouvoirs publics de droite ou de gauche, parce que je pense que tout le monde est responsable depuis de nombreuses années de la situation actuelle, pour redonner du sens à tout cela et redonner des moyens qui soient adaptés évidemment à la situation budgétaire française, mais de concentrer les moyens budgétaires qui sont minces, mais sur l'essentiel. Et actuellement, avec la vision comptable et la politique au fil de l'eau, on a des dépenses qui sont inutiles et une efficacité des lycées qui n'est pas à la hauteur des attentes des citoyennes et des Français qui sont à l'étranger et en Espagne en particulier. Je peux rajouter un point sur... Vous voyez que ça, c'est un sujet quand même qui nous passionne. Mais on travaille sur des enveloppes qui sont contraintes. Donc, au-delà de la question d'enveloppe, il ne faut pas oublier que nous, on a nos lycées à l'étranger, mais on n'est peut-être pas la priorité pour le gouvernement en France. Et on a aussi des établissements en France qui se portent mal, avec peu de professeurs, etc. Donc, il faut aussi remettre, je pense, pouvoir prendre de la perspective sur ce qu'on représente par rapport à la France. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des enveloppes pour lesquelles on doit lutter pour qu'au moins elles puissent être maintenues, je pense qu'on a aussi une action à mener et qu'on essaye de mener, en tout cas pour ma part, qui consiste à dire que les établissements à l'étranger doivent avoir une autonomie de gestion qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Vous voulez, les directeurs financiers dans nos établissements, ce sont des agents comptables. Ce ne sont pas des véritables directeurs financiers qui connaissent leur environnement, qui connaissent la régulation fiscale, légale du lieu de l'établissement. Et je pense que ça, c'est vraiment problématique. Et nos établissements, ils n'ont aucun encouragement à gérer correctement leurs fonds, puisque leurs fonds, ce sont des fonds solidaires avec d'autres établissements qui siègent à l'étranger ou ailleurs dans le pays. On ne motive pas à la bonne gestion financière en local. Merci Stéphanie pour ton point de vue. Vous voyez, c'est un débat épineux entre les conseils des Français et l'étranger. J'en profite pour vous rappeler qu'il nous reste seulement 8 minutes, donc le temps s'est écoulé quasiment. J'aimerais vous poser une dernière question sur les élections consulaires qui sont encore peu connues, hélas, de nos concitoyens. Comment mieux faire connaître ce scrutin et le rôle et votre rôle tout simplement. Donc vous pouvez peut-être nous rappeler un petit peu les prochaines élections et nous dire des petites choses là-dessus. Qui veut se lancer? Oui, très concrètement, les élections ont lieu tous les 6 ans. Et donc, ce sont des élections par liste. Et donc, comme je le disais au tout début, nous, dans notre circonscription, nous sommes 6 élus. Nous avons également ce qu'on appelle des délégués consulaires qui viennent principalement, je dirais, élargir le corps électoral, puisque l'une des spécificités et des pouvoirs, si on peut dire, des conseillers des Français de l'étranger, c'est après d'être grand électeur au moment des élections sénatoriales. Et donc, les conseillers plus les délégués, après, votent aux élections sénatoriales pour élire les sénateurs des Français de l'étranger. Hein, je précise, pas les sénateurs de circonscription en France. Et donc, voilà, donc les prochaines élections sont en mai 2026.
Quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est très clair. Alors, j'en profite puisque Gaëlle a la parole et qu'elle siège également avec Stéphanie à l'AFE pour que vous nous disiez un petit peu le lien qui existe entre les conseils des Français d'Espagne, en l'occurrence, et l'Assemblée des Français de l'étranger. Qui se lance? Stéphanie, Gaëlle? Vas-y, Stéphanie, si tu veux. Allez, Stéphanie. Alors, l'Assemblée des Français de l'étranger, comme le disait Gaël plus tôt, c'est une assemblée de 90 conseillers des Français de l'étranger qui viennent de toutes parts dans le monde, donc d'Océanie, de Madagascar, d'Amérique latine, et qui est organisée en 6 commissions, qui sont des commissions miroirs de ce qu'on retrouve à l'Assemblée nationale. Donc, pour ma part, je suis à la commission enseignement, affaires culturelles, audiovisuel extérieur et francophonie. Gaëlle est à la commission développement durable, commerce extérieur. Et donc, on auditionne au sein de ces commissions des experts, des hauts fonctionnaires, des diplomates, sur des sujets divers et variés qui touchent la vie des Français de l'étranger. Donc, nous, ça nous permet, cette assemblée où on se retrouve 2 fois par an, sur une semaine à chaque fois, elle nous permet de confronter les cas qu'on trouve ici en local avec ce que nos collègues voient par ailleurs, d'une part, et puis ensuite de prendre un peu de perspective sur ces cas en ayant aussi la vision de l'administration, d'experts, etc. Donc, en ressortent des résolutions, et ces résolutions, ce sont des sortes de propositions que l'on fait à destination, ça peut être à destination du gouvernement, de l'administration, de parlementaires, sur des sujets pour faire avancer des points très concrets de la vie des Français de l'étranger. Merci pour cette explication très claire, Stéphanie. Peut-être un petit mot de la fin tous les trois, Gilles? Oui, d'abord, merci au Petit Journal. Merci à ceux qui nous ont fait le plaisir de participer à ce webinaire. Et je crois que pour rebondir sur la question que vous avez posée, Paul, sur les prochaines élections, je ferai le lien à la synthèse avec tout ce qui a été dit, notamment sur le rôle des conseillers. Plus le taux de participation sera élevé, plus on nous prendra en considération. Indépendamment de toute autre considération, la légitimité d'un élu, elle se mesure là aussi. Et d'une manière générale, le taux de participation est en baisse pour toutes les élections. Donc, je crois que d'une manière transpartisane, les uns et les autres, ce qu'on va faire d'abord, c'est expliquer ce qu'est un conseiller et surtout les inciter à voter en juin 2006 pour que, justement, cette fonction sorte renforcée et pour qu'on soit encore plus apte à vous servir et à être à votre écoute. Merci beaucoup, Gilles. Gaëlle? Oui, je dirais la même chose, hein. C'est le côté républicain vraiment de notre mandat que j'aimerais rappeler. On est là pour servir les Français, on est là pour les représenter. Dans le système qui précédait les conseillers des Français de l'étranger, il y avait beaucoup moins d'élus et c'était un petit peu plus opaque, je dirais. Là, aujourd'hui, on a l'avantage d'être 6, de pouvoir représenter, vous l'avez vu, diverses opinions et couleurs politiques. Et ça permet aussi pour les Français d'avoir plus d'interlocuteurs, finalement. Donc, c'est, je pense, positif. Un autre point, c'est aussi pour moi la transparence dans les débats. Donc, vous pouvez retrouver notamment à l'AFE, puisqu'il y a un site dédié. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos travaux, de nos résolutions, des rapports qui sont également produits sur des thématiques spécifiques. Vous pouvez les retrouver là-dessus. Vous pouvez également retrouver l'annuaire de tous les des conseillers à l'AFE et des conseillers français de l'étranger et les questions qui sont posées quand on interpelle directement l'administration. Je pense que cette transparence, elle est fondamentale parce que, on le disait au début, on est des élus bénévoles, mais voilà, il y a quand même cette notion de servir les Français et donc ça fait partie quand même de notre mission aussi, de travailler pour vous. Merci beaucoup, Gaëlle. Un mot très rapide, très court, Stéphanie? Non, nous, on tâche de faire de notre mieux. Et on peut, on va vous laisser nos coordonnées pour qu'on puisse donner suite aux questions qui n'ont pas été traitées.
Merci beaucoup. Bah, écoutez, j'en profite pour rappeler à tous les internautes que vous allez pouvoir dans quelques instants regarder à nouveau ce live en replay dans votre boîte mail et qu'un article du Petit Journal sera publié la semaine prochaine qui reprendra toute la conversation, le débat et avec une vidéo YouTube intégrée. Donc vous pourrez regarder autant que vous voulez cette vidéo. Et voilà, je vous dis à tous à très bientôt. Merci, bonne soirée et à bientôt sur lepetitjournal.com. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Gilles, merci Gaël, merci Stéphanie. Merci Au revoir. beaucoup. Bon. Ouf. T'appelles Oui.